Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Paul, merci d'être avec nous pour Voice of Industries. Aujourd'hui, on va parler de Green IT versus IT for Greens. Mais avant de commencer la discussion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour Mathieu, merci de me recevoir sur ton podcast. Écoute, me présenter, moi je m'appelle Paul Pinault, je bosse depuis à peu près 25 ans maintenant. J'ai passé pas mal d'années dans des grosses industries. J'ai toujours été dans le secteur de l'IT, c'est mon métier, hein, je suis ingénieur de formation. Du coup, ouais, j'espère que je vais pas trop faire de charabia, tu vois, ou trop de termes techniques. Donc, n'hésite pas si jamais tu trouves que je pars un peu dans la technique à me ralentir. Mais voilà, donc je suis un gars qui vient de la tech. Je suis un passionné par la tech. Je pense que c'est un truc qui est assez important. Comme je te disais, je travaille dans l'industrie, dans les systèmes d'information, en général pour un grand groupe qui fait des pneus en France. Voilà. Et puis, c'est un groupe que j'ai quitté il y a maintenant 5-6 ans pour me consacrer plus à quelque chose qui me passionne, qui est l'Internet des objets. Et puis, sa déclinaison qui est l'Internet des objets industriels aussi, dont je pense qu'on aura l'occasion de parler. Pour un peu adresser ton sujet, moi, je suis arrivé à l'informatique par le code et par l'optimisation du code quand j'étais tout gamin, à une époque où les machines étaient hyper contraintes et où il fallait toujours optimiser ce qu'on fait. Voilà, et puis l'informatique a évolué. Aujourd'hui, on se fait un petit peu plus plaisir quand on écrit du code, on consomme plus de ressources. Le domaine aussi a beaucoup évolué. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de Green IT, mais finalement, cette passion pour le code et l'optimisation, ça m'amène à beaucoup réfléchir à aussi un autre volet de l'IT qui est l'IT for Green. Voilà, je pense qu'on va démystifier un petit peu tout ça par la suite, mais si je dois me résumer en termes de présentation, c'est un passionné et puis deux, un tech. Voilà. C'est une bonne introduction. Clairement, il y a longtemps qu'on fait plus de l'optimisation d'assembleur. Je crois qu'on est passé à peu près par la même école. Et effectivement, ça a pas mal d'impact sur la consommation de ressources. Et pour commencer, là, on parle de Green IT. Qu'est-ce que c'est ? Et puis après, on regardera un peu plus ce que c'est que IT for Green, qui est peut-être un concept un peu moins connu de notre public. Tout à fait. Alors malheureusement, c'est un peu moins connu, donc voilà, faut qu'on en parle, quoi. C'est vraiment le sujet dont il faut qu'on discute. Le Green IT, c'est un peu ce que tout le monde connaît. Alors je vais bêtement le schématiser comme on l'entend dans les médias. C'est supprimer ses mails ou éteindre son point d'accès Wi-Fi la nuit. D'une certaine façon, c'est dit autrement l'idée d'éviter de surconsommer de l'informatique, du numérique en général, dans le but de limiter la consommation d'énergie et de réduire l'impact. Alors, les deux exemples que j'ai cités, moi, c'est les exemples qui me font hurler, en fait, parce que c'est des exemples qui illustrent ce qui ne sert à rien. Voilà. Mais par contre, derrière le Green IT, il y a des choses qui sont quand même super importantes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IT, à peu près 50% de son impact, il est à la fabrication. Donc, si on regarde ça dans les entreprises, le Green IT, déjà, une des premières choses qui se met en place souvent, c'est de rallonger la vie des PC, rallonger la vie des téléphones, rallonger la vie des serveurs. Parce que si on rajoute 1 an à un PC, globalement, on élimine 25% de son impact de fabrication, donc qui représente 50%. Donc, on gagne à peu près 12% d'impact sur le parc informatique, ce qui est absolument considérable et intéressant. Donc, le Green IT, je le définirais comme un peu l'ensemble de bonnes pratiques ou de choses à faire qui fait que globalement, l'impact environnemental de l'IT va être réduit. Alors, impact environnemental, c'est consommation d'énergie, c'est impact CO2, mais c'est aussi consommation de matières premières, et ainsi de suite. Est-ce que ça ne veut pas dire d'ailleurs que si on fait le parallèle avec l'industrie, je dirais la version industrielle de l'IT, c'est les data centers, des gros opérateurs cloud, etc. En fait, ces gens-là ont également des démarches de performance sur ces data centers en mettant des processeurs plus économes en énergie avec des ratios puissance-énergie plus intéressants, en optimisant les systèmes de refroidissement, en mettant de l'énergie décarbonée pour alimenter tout ça. Et quelque part, tu parlais tout à l'heure de la box Wi-Fi qu'on doit éteindre ou des mails sur lesquels on fait le tri, mais derrière la scène, il y a quand même un vrai sujet industriel pour les opérateurs d'infrastructures IT qui est de réduire tout cet impact environnemental, parce qu'au final, pour eux, ce sont des coûts, quelque part. Tout à fait. Ça, c'est un point qui est important. Chaque fois qu'une entreprise va faire une démarche de Green IT ou d'IT for Green, hein, à chaque fois qu'on va avoir une démarche comme ça, il y a un volet environnemental, mais il y a aussi un volet économique. En fait, les deux sont complètement liés. Je te disais, si on garde les ordinateurs un an de plus dans les entreprises, on va réduire l'impact environnemental à la fabrication, mais aussi
on va réduire l'investissement qu'on va faire dans les équipements. Donc il y a toujours ce volet-là. Moi, j'ai tendance à avoir une vue simpliste, mais qui marche bien, qui est que finalement, l'argent, ça sert avant tout à acheter de l'énergie. Si on regarde le truc, in fine, à chaque fois qu'on dépense de l'argent, à un moment ou à un autre, ça finit par revenir à acheter de l'énergie. Et donc l'impact de cet argent va être lié un peu au mix énergétique qu'on a et derrière à l'émission de CO2 par kilowatt qu'on va retrouver. Hein. Globalement, c'est l'idée. Mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je réduis ma consommation d'énergie, donc je réduis les CO2 que j'ai émis et donc je réduis l'énergie qui est consommée, et ben par conséquent, en fait, j'ai économisé de l'argent. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs mais ça c'est plutôt le côté IT for Green qu'on abordera tout à l'heure. La conséquence de ça, c'est qu'à partir du moment où on adopte des technologies numériques, quelque part on le fait parce qu'on fait des économies. C'est plus rapide, c'est plus simple, ça coûte moins cher. Et la conséquence qu'on a derrière, c'est que ces technologies-là, en fait, elles vont avoir un impact environnemental qui va globalement être moindre par rapport au système existant. C'est-à-dire qu'elle rajoute de l'impact environnemental sur l'IT, c'est ce qu'on essaye de réduire avec le Green IT, mais elles réduisent un impact environnemental sur une façon de faire qui est préexistée avant cette nouvelle solution technologique. Donc on vient de mettre les pieds dans l'IT for Green, si je Carrément. comprends bien. Peut-être avant d'avancer, tu parlais un peu de choses qui te faisaient hurler sur le Green IT. Est-ce que tu as un peu des ordres de grandeur à nous donner pour... tu as pris l'exemple, là, par exemple, du remplacement de matériel, mais des ordres de grandeur pour nous dire où un peu sont les enjeux dans le Green IT aujourd'hui? Alors écoute, pourquoi je te dis que ça me fait un peu hurler, c'est... alors moi, je suis convaincu qu'il faut tous qu'on fasse des efforts gigantesques pour sauver notre planète et pour sauver le climat. Tu vois, voilà, c'est quelque chose qui me tient depuis longtemps et je sais que ça va pas se faire sans effort. Voilà, chaque progrès qu'on va vouloir faire dans la réduction, c'est parce que individuellement, collectivement, on va faire un effort par rapport à ce qu'on ferait naturellement, qui est plus consommateur d'énergie. Et donc, ce que j'essaye de voir, c'est tant qu'à faire un effort, je veux qu'il soit efficace. Voilà. Alors, si je te prends l'exemple du mail, pour venir à ce que tu dis, c'est de se dire, voilà, on me dit, il faudrait que je supprime tous mes mails dans ma boîte aux lettres. Alors ça, c'est un peu déjà méconnaître le fonctionnement des mailbox, et parce que penser qu'en supprimant les mails, on va vraiment économiser des ressources, voilà, c'est loin d'être aussi direct que ça. Mais ça veut dire que trier ma mailbox, c'est passer peut-être des heures devant mon ordinateur à aller sélectionner des mails, les supprimer, les ranger, et ainsi de suite pour faire mon tri. Donc c'est un effort important. Et donc j'essaye de regarder cet effort par rapport à un autre effort. Et l'effort que j'aime bien parce qu'il est facile à représenter, c'est la distance qu'on pourrait ne pas parcourir en voiture. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je supprime des mails ou est-ce que je vais acheter le pain à pied au lieu de prendre ma voiture? Qu'est-ce que ça représente en termes d'effort? Et alors, l'email, si on regarde l'effort que ça représente, ne pas s'envoyer d'email, donc là je parle même pas de les supprimer, hein, ce serait carrément ne pas les émettre, ça représente un effort en voiture de 32 cm par jour. Donc moi, quand je parle de ça, souvent j'ai tendance à finir sur cette blague-là, qui est de dire j'ai décidé d'annuler mon empreinte carbone mail. Maintenant, quand je me gare chez moi, je me gare un petit peu plus loin de mon rosier d'à peu près 1 mètre, ce qui fait qu'à chaque fois que je me gare, en réalité, je gagne 3 jours d'impact environnemental d'email. Et j'invite en général les gens à se poser la question à chaque fois qu'ils ratent un créneau, du nombre de jours de mails en fait qui viennent de gaspiller en faisant cette opération-là. Et ça, c'est pour illustrer cette notion d'effort. En fait, il y a des efforts qui coûtent pratiquement rien, qui sont en effet d'aller chercher le pain à pied. Et en fait, aller chercher le pain à pied, c'est le même effort que ne pas s'envoyer d'email pendant 1 an. De quoi j'ai envie de me priver aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de me priver de ne pas envoyer de mail et donc quelque part aujourd'hui de me couper du monde? Ou alors est-ce que j'ai envie de faire ce petit effort qui consiste à aller chercher le pain à pied au lieu de prendre sa voiture? Voilà. Et je pense que l'idée, c'est de dire que se déplacer à vélo, se déplacer à pied, ce genre de choses-là, en fait, ça, c'est vraiment des actes qui vont avoir un impact environnemental qui sont intéressants, qui sont grands, même si c'est des gouttes d'eau dans l'océan, hein, in fine, mais c'est quand même des impacts qui sont importants, et plus importants que ceux sur lesquels on met énormément de focus, qui sont le mail ou Wi-Fi la nuit, hein, qui est quelque chose qui a aucun intérêt en soi. Voilà. C'est important, je pense, de réfléchir, et c'est pareil pour les entreprises, c'est de se dire, quand on va aller sur une stratégie, alors, je sais pas, je veux dire par exemple, allez, on passe plus le PC, on le garde plus 4 ans, mais on le garde 10 ans. Ça a un impact économique, ça a un impact environnemental. Par contre, au bout de 5 ans, ça risque de demander un sacré effort aux gens. Parce que ils vont démarrer le PC le matin, ça va se mettre à aller vraiment, vraiment très lentement, et ils vont avoir le temps d'aller dire un peu bonjour à tout le monde sur le plateau, et puis à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, ils vont perdre du temps. Donc c'est un effort gigantesque.
Donc, est-ce que cet effort-là vaut le coup et est-ce qu'il n'y a pas un meilleur effort à faire, en fait, ailleurs que celui-là? Voilà. C'est cette réflexion-là qui est importante à avoir. Et ce qui amène, je pense, au sujet de l'IT for Green et de quelque part je dirais cette ressource qu'on va mobiliser au travers des outils informatiques qui vont avoir une empreinte environnementale. À quoi on les utilise? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je vais te laisser poursuivre et nous en dire un peu plus sur l'IT for Green, quelque part, et en particulier son application dans les entreprises et plus particulièrement dans l'industrie. Complètement. L'IT for Green, je vais le traduire de cette façon-là. On a parlé tout de suite là, du Green IT et quelque part l'IT en termes d'impact environnemental, alors il y a plein de débats sur les chiffres et de ce que ça représente aujourd'hui, ça représentera demain, mais on va dire qu'on est aujourd'hui entre 2 et 4% d'impact environnemental et que demain, on se dit qu'on a entre 8 et 10% d'impact environnemental d'après les projections qu'on peut avoir. On va prendre ces chiffres, mais à la limite, je dirais peu importe. Le Green IT, c'est faire en sorte qu'on réduise au maximum ces 2 à 4% ou ces futurs 8 à 10%. Et donc, je vais dire que si mon effort m'a conduit à réduire de 50% tout ça, ce qui serait gigantesque, ce qui n'est pas forcément possible, mais si j'arrivais à faire ça, ça voudrait dire que sur la globalité de l'impact environnemental, j'ai gagné 50% de, mettons, 4%, donc j'ai économisé 2%. Voilà. Ça, c'est le Green IT. Maintenant, l'IT for Green, c'est dire comment j'utilise la technologie, comment j'utilise l'IT pour aller verdir, pour aller décarboniser les autres domaines, c'est-à-dire en fait les 96% qu'on a aujourd'hui. Et donc là, c'est intéressant, parce que si, avec mon IT, je fais ne serait-ce que gagner que 10% sur l'ensemble du reste, on a gagné 10% globalement. C'est-à-dire qu'on a gagné 5 fois plus que ce qu'on aurait gagné dans l'IT. Donc, c'est là où cette question d'effort auquel je faisais référence, elle est importante. C'est, je peux mettre un effort considérable pour faire du Green IT, et de toute façon, il faut mettre de l'effort dessus, mais si je prends cet effort-là et que je le place dans l'IT for Green, en fait, j'ai un effet levier qui est beaucoup plus important parce que je m'intéresse à plus gros. Quand je te parlais tout à l'heure de ma démarche d'optimisation quand j'étais gamin, moi je faisais des moteurs 3D par exemple, codés en C, un peu en assembleur et ainsi de suite. Et typiquement, tu vois, tu n'écris pas un moteur 3D 100% en assembleur. Ça, c'est trop de code, des trucs sont compliqués, puis en plus le compilo il se débrouille plutôt bien. Par contre, tu recherches dans ton code en C, quelles sont les 4-5 fonctions que tu appelles tout le temps et qui sont pas efficaces en C. Et ces 4-5 fonctions-là, tu places l'effort pour aller les optimiser. Et en faisant ça, ton impact, il est de 80% grosso modo sur ton code. C'est-à-dire, je prends un exemple, tu t'affichais 10 images par seconde avec ton code avant, tu modifies 10 lignes au bon endroit, et d'un seul coup, tu passes à 50-60 frames par seconde, et donc tu as quelque chose qui devient complètement fluide. Et en fait, c'est un peu cette idée-là, c'est utiliser l'IT pour aller faire de l'optimisation au bon endroit, là où on a la plus grosse consommation. Si je te prends le monde industriel, clairement, l'impact environnemental de l'IT dans le monde industriel, c'est pas là où on a la plus grosse consommation. Je me rappelle d'une discussion avec un directeur industriel d'une entreprise que j'avais rencontrée dans le cadre de discussions sur l'IoT et qui avait mis des panneaux photovoltaïques sur son parking. Voilà, et je dis c'est pas mal, ces panneaux. Je veux dire, ça permet ça couvre un peu un bout de l'usine, le data center, et voilà, je posais un peu la question de façon un peu bête, et il me regarde, il me dit mais là, ces panneaux solaires, ils couvrent à peu près la moitié du data center potentiellement, et encore quand on est sur le pic, mais mis à côté de l'usine. Mais quand on démarre une machine, on est à 0,2% de ce qu'on peut amener. Enfin, on n'a même pas pensé. Voilà. Donc, il y a des effets d'échelle comme ça qui sont gigantesques. Je te prends l'exemple d'un industriel que avec lequel j'avais discuté à un moment, et cet industriel me dit, tu te rends compte, mon IT représente l'équivalent d'une usine. Alors, il se trouve que cet industriel, des usines, a à peu près 100. Ce qui globalement veut dire que son IT, ça représente 1% de son impact environnemental. Alors, une usine, c'est beaucoup, et il faut le prendre en considération. On peut faire des économies là-dessus, c'est bien. Maintenant, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que, puisque dans la moyenne mondiale, on est sur un impact
IT qui devrait être de 2 à 4%. C'est-à-dire que soit cette entreprise, elle sous-utilise son IT par rapport à la moyenne, soit que ces usines surconsomment, surémettent par rapport à la moyenne. Et on est plutôt en général dans cette situation-là. Le Green IT, c'est donc de gratter quelque chose sur ces 1% de consommation. L'IT for Green, c'est de se dire, si j'utilise mon IT pour aller faire des optimisations dans mes usines. Les optimisations dans les usines, on sait qu'on peut en faire des tonnes. On a par exemple tout ce qui est défaut qualité à la production, ça c'est du gaspillage. On a tout un tas de machines qui sont allumées alors qu'elles tournent pas. Ça, c'est les questions d'habitude, de manque d'automatisation, et ainsi de suite. Voilà, on a de la perte matière de façon régulière, ainsi de suite. Donc, tout ça, on peut le mettre sous contrôle et annuler la taille de l'IT. Ça veut dire faire 1% de gain sur ces usines. C'est-à-dire que cet industriel qui a 100 usines, s'il arrive à faire sa même production sur 99, grâce à de l'IT, 1% de gain, il peut couvrir complètement son impact environnemental de son IT. Or, très honnêtement, les usines, elles peuvent facilement, grâce à l'IT, avoir des gains qui sont de 5 à 10% sur tous ces aspects-là. Et donc, ça veut dire qu'on peut couvrir 10 fois son IT grâce à l'IT. Et c'est pas en rajoutant 10 fois plus d'IT. Dans ce domaine-là, on sait que globalement, on va rajouter à ce qu'on a aujourd'hui 10% d'IT supplémentaires pour arriver à gagner 1% sur la production de l'usine. Donc, on a un ratio qui est de l'ordre d'à peu près 10 à 100. C'est-à-dire, j'investis 1 gramme de CO2 dans mon IT, je vais économiser quelque chose comme 10 à 100 grammes de CO2 dans mon industrie. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, l'IT for Green. C'est cette capacité de l'IT à avoir un impact positif considérable sur les autres domaines. Voilà. Et oublions pas, les grands domaines, de façon générale, c'est 30% de l'impact, ça vient du bâtiment, 30% de l'impact, ça vient de tout ce qui est mobilité. Donc là, on a déjà 2 gros leviers sur lesquels l'IT peut avoir un impact considérable sur les chauffages, par exemple, pour tout ce qui est bâtimentaire, et pour ce qui est l'optimisation des transports, pour tout ce qui est déplacement. Ce que tu disais sur les ordres de grandeur, moi je suis aussi passé par l'industrie à des postes opérationnels, et un des sites sur lequel je suis passé, on a avec de la data et aussi de l'intelligence d'experts du métier, on a réussi à réduire de plus d'un tiers la consommation d'énergie sur le site par tonne de produits. Donc vraiment la consommation pour produire une unité de valeur en l'espace de 5 ans. Donc c'est vraiment des gains très importants. Si on calcule c'était, je dirais, les gains environnementaux, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de tonnes de CO2 à la fin de l'année. Donc il y a des vrais enjeux. Et finalement, la consommation d'énergie des systèmes qu'on avait, c'était quoi? Potentiellement un serveur en plus dans le data center de l'usine. Et ça reste très très raisonnable. Et c'est clair que ce ratio-là entre la part de la consommation de l'IT et des autres aspects, et en particulier du cœur de métier, dans l'industrie, il est carrément à l'avantage, je dirais, de faire de l'IT for Green, parce qu'il y a un vrai levier important. Est-ce que, je dirais, tu nous as déjà parlé de quelques exemples industriels sur les différents leviers qui peuvent être utilisés sur la performance matière, la qualité, etc. C'est quoi un peu ta vision plutôt du futur, je dirais, de qu'est-ce qu'on voit comme tendance aujourd'hui qui permettent de mettre en œuvre cette IT for Green dans les entreprises industrielles? Je pense que, tu vois, ce qui doit vraiment changer, en fait, parce que quelque part, là, on dit qu'on est en train d'utiliser l'IT pour faire de la performance environnementale. Ça fait des années qu'on utilise l'IT pour faire de la performance économique. D'accord. Donc, et comme je t'ai dit précédemment, pour moi, économie et environnemental, au milieu, il y a l'énergie, et grosso modo, tout ça, c'est quand même très, très lié de ce point de vue-là. Donc, d'une certaine façon, c'est pas nouveau en soi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que, tu vois, depuis toujours, on voit l'IT comme étant un centre de coût. C'est-à-dire que quand on est dans le monde économique, grâce à l'IT, en fait, on a généré énormément de gains business, mais on regarde toujours l'industrie l'IT comme un centre de coût. Et aujourd'hui, où on parle environnement, donc on parle IT for Green, qui est ce qui va permettre de faire des gains au niveau des business, donc des usines d'une certaine façon, et on parle de l'IT comme, encore une fois, étant un centre d'impact, donc un centre de coût avec le Green IT. Voilà. Donc, en fermant cette parenthèse, ce que je veux dire, c'est que le changement, le pivot qu'on a là-dedans, à mon sens, sur l'avenir, pour être vraiment efficace dans l'IT for Green, dans l'usine en tout cas, il faut vraiment qu'on aille sur la chaîne de prod. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que l'IT, par le passé dans l'usine, elle a beaucoup été sur le KPI. Donc, elle a été beaucoup sur le pilotage plutôt financier du système. Beaucoup sur le RP, en fait. Très, c'est ça, très ERP. Et en fait, si tu veux descendre dans l'impact
environnementale de ta chaîne de production, tu es obligé de descendre dans le process. Et ça change un peu parce que je dirais, les informaticiens qui sont en train de traiter de la data sont plutôt des gens qui, depuis longtemps, sont des gens qui sont des centraux. Donc, il y en a plein qui sont impliqués dans le process et qui le connaissent, mais ils sont pas au pied de la ligne, en fait, en train de regarder ce qui se passe et en train de comprendre. Et donc, pour moi, la tendance, quand on va être dans l'IT for Green, c'est qu'il faut que les informaticiens, ils aillent dans les métiers pour les comprendre. Il va falloir rajouter du data scientist, rajouter de l'IT dans le métier. Je peux te prendre un autre exemple. Moi, si tu veux, c'est un exemple on sort un peu de l'industrie, mais c'est un exemple qui m'obsède un peu. J'ai changé ma chaudière cet été. Et en fait, ma chaudière, elle n'est pas connectée. Et en fait, ma chaudière, aujourd'hui, c'est un jour rouge, typiquement EDF. Et donc, quand c'est un jour rouge, ma chaudière est hybride. Enfin, je vais passer un peu les détails, mais en gros, quand c'est un jour rouge, pour que ce soit intéressant, ma chaudière, il faut que je la bascule en fuel. Pour ça, il faut que j'aille changer le prix du kilowatt. Il faut que je le fasse manuellement. Et en fait, j'ai pas la possibilité de m'interfacer avec ma chaudière. Et en fait, le problème, le fond du truc, il est là, c'est-à-dire que le gars qui a conçu cette chaudière-là, c'est sans doute le même que celui qui l'a conçu il y a 20 ans, alors un petit peu plus moderne en termes d'interface. Mais malgré tout, on n'a pas quelqu'un qui est de la data, quelqu'un qui est de l'expérience utilisateur et quelqu'un qui a cette idée de dire comment je peux concevoir mon produit pour qu'on puisse facilement l'optimiser. Moi, je voudrais que ma chaudière, elle reçoive la météo. Moi, je voudrais que ma chaudière, elle soit connectée avec la base de données des émissions de CO2 d'EDF et que le jour où EDF démarre des chaudières au fioul pour m'alimenter, me chauffer, à ce moment-là, il vaut mieux que j'utilise mon fioul local. Parce que on sait que l'EDF du fioul, il va falloir faire du fioul qui va être transformé en électricité, qui va être transporté avec de la perte, qui va arriver jusqu'à chez moi pour ensuite passer dans mes radiateurs. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace si je produis localement cette chaleur-là. Donc ça devrait être automatisé de bout en bout. Mais pour que ça marche, il faut qu'on ait des gens qui aient une vision IT, qui aient une vision cloud, qui aient une vision connectée, de ces process-là. Donc je te dis ça pour ma maison. Enfin voilà, peut-être que d'autres personnes sont confrontées un peu à ce genre de réflexion, mais c'est exactement la même chose dans l'usine. C'est si on veut que le process il devienne intelligent, il faut qu'on mette des gens à côté du process qui le connaissent. Et donc pour moi, c'est ça l'avenir. C'est que les gens de l'IT soient beaucoup plus impliqués dans le process et que dans les usines, on ait beaucoup plus de data scientists, d'ingénieurs en informatique qui vont être là pour comprendre, alimenter des systèmes IT qui vont permettre l'optimisation. Voilà. Et c'est ça, à mon sens, le gros changement qui va s'opérer. Alors, c'est intéressant. Je dirais, c'est mettre quelque part de la data, de la compétence autour de l'IT, de l'utilisation de cette data dans les usines. Nous, une question qu'on se pose, c'est également comment est-ce qu'on fait monter en compétence les gens du procédé, les gens de la prod, les gens de la maintenance sur leur capacité à utiliser au quotidien la data, que ce soit, on va dire, par de la formation complémentaire, mais également par la mise en place d'outils qui leur permettent de manipuler cette data et ces informations pour avoir les bons éléments pour eux optimiser leur manière de travailler au quotidien. Comment tu vois les choses entre mettre plus d'IT, plus d'experts data et de l'autre côté aussi faire monter en compétence ces gens du métier, sachant que nous, on a un concept qui nous tient à cœur, c'est cette idée de démocratiser l'usage de la donnée dans l'organisation industrielle. C'est-à-dire que de la même manière que il y a 30 ans est arrivée l'informatique, aujourd'hui, c'est impensable de ne pas avoir un ordinateur dans une organisation industrielle, même pour un opérateur. Alors que si on revient 30 ans en arrière, c'était quelques privilégiés qui avaient ça. Voilà. Et pour moi, il y a la même chose sur la data, c'est-à-dire que ça doit être un outil dans la boîte à outils de tout un chacun. Alors tout le monde avec son niveau d'expertise qui sera différent, mais c'est un outil pour tout le monde. Je pense qu'il y a un point important, c'est la culture de la data. Ça, c'est un point commun qu'il faut amener. Maintenant, je pense pas que ton ingé process ça devienne un data scientist, et je pense pas que ton data scientist, ça devienne un ingé process. Donc, ce qui est important, c'est comment, en fait, on va réussir à faire collaborer les deux ensemble. Et le fil conducteur entre les deux, c'est cette culture de la data. Voilà. Et après, le lien entre les deux, c'est l'outillage. Clairement, l'outil qui est utilisé par le data scientist, c'est pas le même que l'outil qui est utilisé par l'ingé process. Par contre, ça doit passer de l'un à l'autre. S'il y a quelqu'un qui fait des simus et qui fait des modèles sur un outil, donc il a pour le coup est plutôt le data scientist, le résultat de tout ça, ça doit s'intégrer dans l'outil plus opérationnel de l'ingé process, qui lui doit pouvoir tirer les bénéfices de ça, et ensemble il faut qu'ils puissent discuter. Et donc ça, c'est vraiment le rôle de l'IT. Globalement, l'IT est un outil.
C'est un outil, alors ça prend des décisions. Maintenant, on a l'IA qui arrive, qui est un outil qui réfléchit, mais ça reste un outil qui permet de simplifier, d'accélérer la communication entre les personnes, de comprendre des choses qui sont difficiles. Voilà, c'est un outil. Et un des éléments qui est important de cet outil, c'est la communication entre les métiers. Voilà. C'est vraiment comme ça que je vois. Et peut-être, est-ce que c'est ce que tu dis par là, c'est aussi ce qu'on a vécu, tu parlais de la finance, tu faisais le parallèle avec les finances tout à l'heure. Quelque part, l'ERP, c'est l'outil qui sous-tend beaucoup d'activités dans une organisation industrielle. Je veux dire, le magasin de pièces détachées géré par la maintenance, il est dans l'ERP, la logistique est gérée par l'ERP, etc. Beaucoup de choses sont gérées dans l'ERP. Est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire qu'on va voir apparaître euh, ces plateformes qui vont couvrir un peu l'ensemble des usages de la data dans l'industrie pour être au service en fait de cette performance et de permettre cette IT for Green? Ouais, alors clairement, le parallèle qu'on fait là avec le RP, il est exactement ça, hein. C'est le RP, ça permet d'aligner tous les gens sur des process, qu'ils soient dans la supply, qu'ils soient dans la finance, qu'ils soient dans le commerce, et ainsi de suite. Donc c'est exactement la même chose dans l'usine. Il y a, alors, ERP, c'est un peu différent parce que là, quand on est dans l'optimisation, on parle pas mal de calcul, plus que de process en soi, même si il y a quand même cette finalité de monitorer le process de fabrication. Le terme de RP serait, à mon sens, pas très adapté, mais on va parler de plateforme. Et je pense qu'en effet, dans l'usine, on a cette notion de plateforme qui se met en place et qui permet la communication entre l'ensemble des métiers, que ce soit la maintenance, on peut parler par exemple de maintenance prédictive, que ce soit toute la gestion du planning qui est associée à la maintenance, voilà, planning de production, et que ce soit le suivi de ta production en temps réel pour arriver à faire tes optimisations qui vont être contextualisées et qui vont alimenter ton ingé process par ailleurs. Ouais, et tout ça, en fait, à mon sens, c'est lié. Aujourd'hui, c'est quand même pas mal siloté dans des métiers différents avec des outils différents. Et demain, moi, je pense qu'en effet, il y a une vision qui est beaucoup plus globale, un peu comme le RP dans les systèmes centraux, qui est à l'intérieur de l'usine et qui permet d'adresser un peu tous ces métiers. Ouais, je suis assez convaincu de ça. La question que je me pose, c'est est-ce que le RP va s'étendre jusque-là? Pourquoi pas? Maintenant, je pense que c'est des métiers qui sont assez différents et que ce qu'on a vu dans le RP, c'est que c'est bien pour des choses généralistes, c'est-à-dire pour des choses qui sont définies par des normes. Tu vois, la finance, c'est impeccable, il y a des normes mondiales sur la finance, sur la façon de faire la compta. Donc globalement, ça sert à rien de réinventer la roue. Quand on est dans la production industrielle, chaque ligne de prod, elle a un peu ses spécificités. Chaque usine, chaque fabricant travaille différemment et c'est ce qui fait qu'il est performant sur le marché. Et donc, je pense pas qu'on puisse avoir un peu cet outil générique. Donc, comme le RP, on est sur des plateformes qui sont assez hautement customisables parce qu'il faut qu'elles s'adaptent aux environnements. Mais aussi, il y a finalement beaucoup de valeur à créer des choses par soi-même. Alors que le RP, je peux l'acheter et puis le déployer out of the box. J'adapte toujours un peu mes process, puis il y a plein de choses qui sont prêtes à l'emploi. Le côté informatique industriel, on a des outils de base pour visualiser la donnée, par exemple pour stocker la donnée, mais le processing de la donnée, la façon dont on va la traiter, ça, je suis convaincu qu'il y a énormément de custom. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on doit modéliser ce qui est spécifique à l'usine, à la ligne de production, et qui est à chaque fois différent. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce sujet du Green IT et de l'IT for Green. Qu'est-ce que tu aurais comme mot de conclusion pour ceux qui souhaitent avancer sur ces deux démarches? Bah, écoute, si j'ai un petit mot pour conclure, et je vais partir sur un truc qui est un petit peu plus philosophique, tu vois, je pense que aujourd'hui, si on parle beaucoup plus de Green IT que d'IT for Green, c'est aussi un message que nous passe la société. Le message que nous passe la société, à mon sens, c'est depuis 20 ans, l'IT, ça a un impact dans nos vies qui est considérable. On l'utilise tous les jours, ok, mais ça devient un peu pesant. On est de plus en plus nombreux à pas réussir à suivre toutes les évolutions. Là, on en prend encore une autre, c'est l'IA. Ça va chambouler nos métiers, chambouler nos vies. Et par la force des choses, pour ça d'entre nous, ça crée une forme de rejet. Et une des traductions de cette forme de rejet, c'est de mettre en exergue l'impact environnemental de l'IT. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans toute transformation, et entre autres dans une transformation d'IT for Green, on va changer les process, on va changer le quotidien des gens, on va changer leur métier. L'opérateur qui est sur une ligne de prod, son métier a évolué en 20 ans, mais il a évolué un petit peu doucement.
c'est devenu un expert de sa machine elle est plus automatisée, mais ça s'est fait étape par étape. Si demain, cet opérateur-là, le système vient lui dire comment faire son métier, ça va énormément l'aider. Comme l'IA nous aide, nous développeurs, à écrire du code et nous apprend plein de choses, mais c'est un changement important. Et ce que je veux dire par là, c'est que faire du Green IT et de l'IT for Green en particulier, c'est pas uniquement déployer des outils. C'est vraiment un processus d'accompagnement des équipes, c'est un processus de transformation des métiers et donc ça nécessite à la fois une expertise, ça nécessite un accompagnement et ça nécessite de vraiment prendre ça en compte. Si on veut que ça marche, il faut accompagner les équipes. Voilà, c'est ça mon message important. L'IT for Green a un impact et un potentiel gigantesque à condition de bien l'accompagner avec les moyens et surtout avec la prise en compte des changements des métiers qu'on va avoir derrière. Bah, merci beaucoup Paul, en particulier par cette conclusion, je pense qui me remet bien l'homme au milieu du sujet. Je pense qu'on oublie de temps en temps dans les organisations, mais effectivement, si on veut réussir ce genre de transformation, il faut accompagner et compter sur les femmes et les hommes qui sont dans l'entreprise. Je te remercie en tout cas pour cet échange très enrichissant. Au plaisir. Merci à toi Mathieu.